La personne? La voix personne? Tu bois sec? Attends, m'y arrive. C'est qui encore crié à moi? Où t'es? Où t'es pas appelé à moi? Ah, où ça alors? Mais quand je fais les choses à l'ancienne. À quoi ça me le téléphone? Allez, rentre où? Ah, je suis contente de te revoir, Pépé. Ah, mais fait plaisir. Dans mon partage. Allez, rentre où? Merci. On commence ton master dans 2 semaines, c'est ça? Oui, j'irai à la fac du Moufia. Vu que je veux être volcanologue, j'ai pas trouvé mieux que la Réunion. Et la métropole, c'est bon, mais j'ai eu ma dose. Je viens encore de départ avec Christophe. T'es petit, hein? Au fait, vous avez papa mal souvent, là, rancunier. Pépé. Il connaît où les îles? Il a 15 ans, m'a pas bien dit. Après, à quoi? Que peut-être il est plus là que moi? Pépé. Ah. Non, mais je sais que vous étiez en conflit à l'époque, mais ça date. Moi, je suis content, moi. On l'a pas oublié, moi. Ils ont dit à côté de moi pendant la semaine. Ça l'était dit. Mais avec lui, là, tu ne gagnes pas causé. Les oreilles cochons de mamie poids, vous connaissez ça où? Quoi? Les oreilles cochons de mamie poids. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est une expression créole. Ça veut dire que le monde, là, il coupe pas où, soit il fait comme si on n'entend pas où, mais il connaît toutes les affaires. Lui. Ah, bah, si tu savais niveau créole, hein. C'est limite honteux. Pas besoin de la honte. Vous la passez toute vie là-bas. Je saurais même pas dire si je suis 100% réunionnaise, criopolitaine, zoréole. Je suis paumée. En métropole, je sens comme une différence avec les autres, un peu à part. Et ici, comme si j'étais pas vraiment à ma place. Est-ce que vous connaissez où sont qui sont bonnes ancêtres? Qui c'est l'autre racine? Que sont l'hérité aujourd'hui? Pas vraiment. Papa m'en parlait jamais. À croire que lui aussi, il n'a jamais cherché à savoir. Bien que moi, je monte une affaire. Regarde ça. Dans des années, on a fait des recherches avec notre cousine. C'était pour te voir. Cherche la facile de nos ancêtres. Maintenant, quelques mots, quelques infos sur le premier bois sec. Figure où? Comment descendre d'un esclave du nom Honoré Boissec, arrivé en 1752, pris la possession. C'est pas vrai. Mais attends 2 petites minutes là. J'ai pris cette photo ce matin. Je prenais le car jaune et je me suis arrêtée à la possession. J'ai vu cette stèle pas très loin de l'arrêt de bus. C'est comme si j'avais été attirée par ça. C'est un hommage aux esclaves. Tu penses que nos ancêtres font partie des esclaves débarqués? Mais oui, certainement. La période correspond de ce que je connais là. Notre ancêtre était originaire du Mozambique. Il a été vendu à un colon qui avait une habitation sur Saint-Paul et qui l'a revendu au domaine Maison Rouge Saint-Louis. Ça me fait bizarre de savoir que notre ancêtre a traversé ce genre d'épreuve. Vous te vois l'esclavage comme quelque chose de loin. Et pourtant, ça nous touche. Hein? Je voudrais que tu me parles plus de cette période-là de notre histoire. Notre histoire, les bois secs. Nous n'aurons le temps demain. Parce que pendant ces jours, on a rencontré ça. Demain, on allait demain Maison Rouge. Là, pour l'instant, là,
On va commencer à crier. Il faut nous faire un rogaille boucané. Viens dans la maison, moi, dans la cuisine. T'as de la chance que j'aime cuisiner et qu'il me reste encore de l'énergie. Allez, allons. Si j'ai bien compris, ici c'est le dernier domaine caféier du XVIIIe siècle, encore debout à La Réunion. C'est même le dernier dans toute l'outre-mer où les esclaves cultivaient du café de 1724 à 1860, avant la canne. Dire que ça a pu traverser le temps jusqu'à nous. Incroyable. La disposition est particulière, j'ai l'impression. Regarde, le domaine a été attribué par la colonie des Indes en 1717. Par ici, tu as la maison principale où vivaient le maître et sa famille. Plus bas, il y a des bâtiments agricoles. Et tout au fond, c'est l'endroit où était situé le camp des esclaves. Même dans l'espace, il y avait une hiérarchie entre les maîtres et les esclaves. Tu t'y connais vachement en histoire. Tu aurais dû faire prof. Ou tu peux pas y avoir moins pour passer prof. Moi, tu ne fais pas moins. Qui, pour faire quoi, bonne tête diable, bonne tête brûlée là? Maman a fait du touristique, moi. Ça, oui. Ah, tout s'explique alors. Vous connaissez encore cet espace-là? Alors là, Là, tu appelles Agamas. Et c'est là les esclaves qui faisaient sec café après la récolte. et ça se faisait tout au long de l'année? La période faisait sur plusieurs mois. Pendant cette période, les esclaves récoltent, sécher, traiter les grains de café. C'est impressionnant de voir comment fonctionnait une plantation de l'époque. J'imagine que le quotidien des esclaves était difficile. Ok, oui. Chaque journée débutait avant l'aube. Les esclaves se levaient pour affronter une nouvelle journée de labeur. Les esclaves se mettaient au travail, cueillir les cerises de café sous le soleil de plomb et sous les ordres des contre-maîtres. Imagine le poids de sac sur leurs épaules, le claquement coup de fouette pour le moins docile. Les journées étaient longues et épuisantes. Quand je pense que notre ancêtre Honoré vivait dans ces conditions, c'est vraiment triste de penser à tout ce qu'il a dû endurer. Il est important de reconnaître le travail, la souffrance des esclaves qui a contribué à l'histoire de l'île. Un lieu comme ça, il permet d'honorer notre mémoire. C'est magnifique. Dis-moi, tous les colons avaient des grands domaines comme ça? La Vétimoun, Grand Moun, était fait la distinction entre plantation et habitation. Ok, et comment on différencie les deux? Dans la société plantation, nous cultivons un seul affaire. Il prend des esclaves pour travailler. Dans la société d'habitation, les colons cultivaient de quoi manger. Je ne dépend pas autant des esclaves. La relation était un peu plus souple parce que je travaille la terre ensemble. Mais ils étaient proches au point d'avoir des enfants ensemble? Oui, mais les relations entre les maîtres et les esclaves étaient complexes. Souvent, il y avait des rapports de force parce que les maîtres possédaient les esclaves. Je vois. Ça a dû être compliqué d'avoir des parents de milieux si différents. En tout cas, juste au niveau de leur couleur de peau ou de leurs cheveux. J'étais souvent pris en deux mondes, ni vraiment esclaves, ni vraiment libres. Les autres étaient marginalisés. On les appelait bâtards, mulattes, etc. Pourtant, de nos jours, le métissage est plutôt bien perçu. On voit des couples mixtes partout. Ça choque plus personne. Pareil dans des publicités, les séries, les films. C'est comme si c'était devenu une sorte de symbole d'ouverture d'esprit. Un avantage, une richesse. C'est encourageant. Mais on parle de la société pas tout le monde. Ben, il y a toujours des exceptions. Certaines personnes ont encore des préjugés. Il y a encore du boulot pour lutter contre le racisme et la discrimination. Mais tout est possible. Je pars du principe qu'il faut respecter chaque personne, peu importe ses origines. C'est une belle mentalité. C'est important de se souvenir de tout ça.
pour mieux comprendre d'où on vient, pour bâtir un monde meilleur. 100% d'accord. Par contre, je commence à avoir soif. On ferait mieux d'aller chercher une fontaine à eau. Bonne idée. Autour de pas diamant pour tout ça top rodin. Eh ben c'est la rentrée, il faut bien lui faire mon intéressante, hein. Comme ça il dit. Oui, mais on va prendre vite à la maison. Bon, allons caler un peu là-bas, là. Le portail. C'est un drôle de nom quand on y pense. Ce quartier est situé sur un passage naturel en des montagnes. Ça permet de se déplacer d'un endroit à l'autre, comme un portail. T'as réponse à tout, toi. D'ailleurs, il fait magiquement une affaire. On vient entendu parler, dans le temps, la révolte des esclaves sur Saint-Leu. Non. Comment est-ce qu'elle a commencé? Tout ça commence un 5 novembre 1811. Les esclaves étaient fatigués d'être maltraités par bonnes colons. Ils ont décidé de rebeller les autres. Tous ensemble, ce qui était rare à l'époque, les esclaves ont quitté les hauts pour aller vers les bas, où vivait la population libre. La révolte était dirigée par un esclave courageux du nom d'Élie, originaire de Madagascar. C'était un homme charismatique, respecté par sa bravoure et sa détermination. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour se rebeller? Au total, 200 esclaves ont participé à la révolte. Ils avaient eu l'occasion de tout préparer et de coordonner parce qu'ils étaient tous de corvée d'eau sur la même source. Le jour J, ils ont attaqué les propriétés des colons, incendié les plantations du sucre et mené des actions de sabotage. Leur but était vraiment d'installer la paix parmi les Blancs. Pendant plusieurs jours, la région était plongée dans la violence et le chaos. Et ensuite, ils ont réussi à prendre le contrôle? Oh non! Pourtant, ils avaient le soutien des esclaves Saint-Louis, mais les autorités n'envoyaient des troupes pour ça. Après des affrontements, la révolte a été écrasée. Élie, quant à lui, a été capturé et décapité. C'est vraiment une histoire bouleversante. Mais pourquoi cette révolte est si importante pour notre histoire? N'avait pas de révolte comme ça. Après ça, n'aura plus non plus. Cette révolte a eu une grande incidence politique. C'est un symbole de la lutte pour la liberté. Elle nous rappelle aussi les souffrances, le sacrifice des esclaves. Je vois plus clair maintenant. Mais j'ai une question. La violence était la seule manière d'échapper à la servitude? Il y avait aussi une deuxième stratégie, aussi tout risqué, sur le marronnage, où les esclaves préféraient fuir dans les hauts ou les forêts. Tu appelles les autres les marrons. Vous connaissez, à l'époque, la nature était beaucoup plus luxuriante dans l'île. Tu étais sûr de ne pas être facilement pisté par les sorcières. Des chasseurs? Sorcières marrons, c'est le gouverneur Mahé de la Bourdonnais qui a eu l'idée de mettre en place des milices pour chasser les esclaves en fuite. Les autorités les considéraient comme des hors-la-loi, donc cherchaient à les capturer et à les ramener à la plantation. Une fois revenus, ils avaient droit à des châtiments barbares. Eh ben, ils étaient vraiment courageux. Je donne au détour un nom de marron. Simon Def, Non. Simon Gabriel. Il y a un groupe de Maloya qui s'appelle comme ça, non? Oui, oui, mais est-ce que vous connaissez Silaos? Oui, comme le cirque, là. Oui, mais le cirque Silaos a été trouvé le nom par les esclaves. Après, il y avait Mafat. Et dit-il. J'ai vu passer le nom sur le GPS. Et j'ai remarqué les lieux de la Réunion sont souvent des hommages à des anciens esclaves. Vous l'avez tout compris. Au-delà de ça, le marronnage a été un héritage de résistance. J'en doute pas. On peut devenir des élites des temps modernes. Aussi, vu ce que tu m'as dit la dernière fois sur l'origine des esclaves, on peut dire que le marronnage a entraîné le mélange des cultures, non? Oui, votre village marron était métissé forcément. Là, il y a des échanges qui a conduit la société telle qu'il est aujourd'hui. Eh ben, merci encore pour cette histoire. Ben, quand la ville est arrivée, Mm. ah non, arrêtez un coup de non, non, non. Bon, non. allez, allez.
Mais papa là, sur le ça. Média, on n'a pas pu meilleur. Depuis quand? Ça me sort le ton. Le meilleur que ça me sort pas. Et c'est mon classement, respectez un peu. Non, mais Joe. De toute façon, hein, toi, quand il s'agit de poisson, t'es pas fan. Hein, mais il mange bien, ça me sort grave. Oui, mais c'est même pas du vrai poisson. Écoute, moi, tu en as fait. Là, mon doigt aller, c'est un millénaire. Ah, écoute mon classement. Ok. Oui, Toi en 3, oui, thon en 2, oui. le fromage en 1. Ah bon? Comment tu as fait là? Là, les bons. Vous commencez fatigant. C'est de l'art moderne. Non, ça pas la moderne, ça. Alors, on va faire un tour, maman, voir. M'a présenté où ça. La place du sol là. C'est l'esplanade de la liberté. Elle a été restaurée pour le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Qui aurait cru? C'est tellement coloré et ça fait un contraste avec les autres monuments qu'on a pu visiter. Oui, mais on peut donner moi? Ouais, 1848, l'abolition de l'esclavage, le 20 décembre 1848. Ben, on dit sur mon question, c'est ça. Ouais, mais par contre, comment ça s'est fait? Moi, je m'en remets à toi. En bas là-haut, Honoré Boissec a été décédé en tant qu'esclave. Son petit-fils, Antonin Boissec, a vécu l'abolition de l'esclavage. Après l'abolition, les anciens esclaves, appelés les nouveaux libres, se sont retrouvés dans une situation difficile. Antonin a dû signer un contrat de travail sous peine d'être déclaré vagabond et envoyé dans des ateliers de travail forcés. Aussi, les colons ont réussi à réduire les salaires des affranchis par leur influence. Mais pourquoi les affranchis étaient aussi maltraités? C'est eux qui auraient dû avoir plus de ressentiment envers les colons. Mais ils ne changent pas, de toute façon, un système social du jour au lendemain. En particulier, quand on brise la hiérarchie qui existait entre les habitants. On parle d'un racisme qui est systémique. Imagine où le bon colon est censé reconnaître le noir comme c'est égal. Je me demande comment les Réunionnais de l'époque ont pu vivre ensemble malgré leurs différences. Et comment ils ont pu tout surmonter. La société a transformé les anciennes barrières sociales entre les affranchis et le colon. Étaient encore présents. Mais certains affranchis ont travaillé dur pour être reconnus et s'intégrer. Aussi, certains colons l'ont reconnu la valeur des affranchis, ont commencé à les traiter avec plus de respect. Je vois. Il y a eu des efforts des deux côtés afin qu'ils s'acceptent mutuellement. Ils ont sûrement compris qu'il n'y avait qu'une seule race humaine. Les divisions du passé ont été les terreaux pour donner naissance au melting pot qu'on connaît aujourd'hui. Ah, carrément, tu me sors des mots en anglais maintenant. Ah, tu m'impressionnes. Hein, mais où là? Pourquoi m'envoyer mon point pour Yahoo? Mais je rigole. Mais en tout cas, je retiendrai un seul mot, la réconciliation. Ah, c'est papa. Je dois répondre, excuse-moi bébé. Mais bouge pas, il attend là-haut. La réconciliation. Merci pour cette belle semaine, Pépé. Je me suis bien amusée et j'ai beaucoup appris à tes côtés. C'était important pour moi de mieux comprendre notre histoire. En arrivant chez toi, j'étais partagée entre mes origines et ma vie en métropole. Mais à travers le passé de notre famille et nos sorties, je me sens un peu plus connectée à La Réunion. Moi, je suis content d'avoir éclairé. C'est mon rôle de grand-père. Mais imagine, qui sortent racines pour être en paix avec vous-même. Oui, mais autre chose, je me sens réunionnaise mais en même temps française. Et avec l'histoire et la culture qui va avec. L'avantage en tant réunionnais, on a la chance de pouvoir, oui, dans ce déshéritage. Avant, je pensais que les deux s'opposaient, que je devais trouver un moyen de me positionner. Mais au final, c'est pas incompatible et c'est rassurant. Je dirais même que c'est une richesse.
On est entièrement d'accord. L'identité réunionnaise a toujours été plurielle. Normalement, il n'y a pas de place pour les barrières et le rejet de l'autre. Hein, grâce à toi que j'ai bien compris que c'est par la tolérance et l'acceptation de l'autre qu'on peut obtenir un vivre ensemble. Ah, Chloé, garde toujours de valeur. D'accord? Ou papa a fait du bon travail. On est fiers de où? La femme coulée aujourd'hui. Où ça loin où? Ah bah faut croire qu'il a bien été éduqué. Bon, je vais pas tarder. Il faudrait pas que je rate mon bus. Bon Pépé, il faut que je te laisse. Je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Mais au fond, et nous retrouve. Merci, Chloé. Moi aussi, mis à mon fort.